Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous avons le privilège d'accueillir ce matin le docteur Jean-Claude Pierre à l'occasion de la parution de son livre « Souveraineté, guerre et paix » du projet de paix perpétuelle de Kant à l'ONU. Alors, qui est-il, docteur Jean-Claude Pierre? Alors, il est docteur en droit de l'Université d'Aix-Marseille. Il a publié déjà plusieurs articles et fut visiting scholar at Columbia University Law School. C'était en 2011. Il est le fondateur et directeur général de l'Institut L'Aventure Pierre, un think tank centré sur la gouvernance démocratique. Avocat et enseignant-chercheur, il fut tour à tour ministre de la Planification et de la Coopération externe, directeur général du ministère de la Justice, chargé de mission au ministère des Affaires étrangères, directeur de cabinet du ministre de la Justice, directeur des Affaires judiciaires du ministère des Affaires étrangères, diplomate auprès de l'ONU à Genève, puis à New York. Il est avec nous ce matin pour nous parler de ses recherches, pour nous parler de ce livre « Souveraineté, guerre et paix ». Bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Il y a longtemps que l'on nourrissait l'idée et même l'espoir de vous accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point. C'est votre livre qui nous offre l'opportunité de le faire. Bonjour encore une fois et bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Jean-Claude Pierre. Bonjour, Wendell Théodore, et merci pour les mots de bienvenue. Bonjour à tous. Voilà, c'est un plaisir pour moi d'être à cette émission, cette très prestigieuse émission de Radio-Télévision Métropole. Un titre évocateur qui dit beaucoup. Souveraineté, guerre et paix. C'est comme si la guerre et la paix sont liées, tout comme celui qui a dit « Civis pacem para bellum », qui veut la paix prépare la guerre. Donc vous parlez de préférence de souveraineté. Quel rapport entre la souveraineté, la guerre et la paix? Tout à fait. Et enfin, il faut dire que là nous vivons dans l'ordre westphalien. L'ordre westphalien, c'est quoi? C'est l'ordre mondial qui a été établi en 1648 avec les traités de paix de Westphalie qui mit fin à la guerre de 30 ans. Eh bien, l'ordre westphalien, c'est cet ordre qui consacre la souveraineté, le principe de la souveraineté et le respect, la souveraineté de l'État et le respect de ce principe. Et en vertu de cela, l'ordre westphalien autorise les États à recourir à l'usage de la force dans les relations internationales pourvu que leurs intérêts le leur dictent. Donc c'est le fameux ius ad bellum, le droit du libre recours à la guerre. Donc ce qui fait que depuis 1648, c'est-à-dire depuis la fin de la première moitié du XVIIe siècle, le droit international se pense en termes de guerre et de paix. Jamais ces deux concepts, le concept de guerre entraîne toujours l'idée de paix. Parce qu'ils vont de pair. Et pas au sens de la consubstantiation, dans le sens qu'ils sont liés comme l'on pourrait croire pour les éléments de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais dès qu'on pense guerre comme phénomène social et observable, phénomène empirique, la guerre c'est la destruction. Il faut penser à mettre un terme à tout ça, à y remédier. Or, comment y remédier? C'est travailler pour la paix, c'est faire venir la paix. Mais généralement, ce qu'il y a lieu de constater, c'est que la paix qui termine les guerres, donc ce sont des traités de paix,
Eh bien, ces traités de paix-là contiennent des éléments de la prochaine guerre. Parce que c'est quoi? C'est juste le vainqueur qui impose sa loi. Impose, absolument, au vaincu sa loi, dans le cadre d'un traité de paix. Cela valait pour le traité de Versailles, qui mit fin à la Première Guerre mondiale. Donc, dans le traité de Versailles, un pays comme l'Allemagne a été très humilié, et c'était là des ingrédients pour la prochaine guerre mondiale, qui fut la Deuxième Guerre mondiale de 1939 à 1945, comme on le sait. C'est comme s'il annonce la prochaine. Absolument. Donc l'idée de l'ouvrage, c'est pourquoi Kant? Immanuel Kant. Kant est un philosophe allemand qui a vécu de 1724 à 1804, et c'est un très, très, très grand philosophe, très célèbre d'ailleurs. Et Kant pense qu'il est temps... Il a écrit en 1795, il allait mourir en 1804, donc quelques années avant la fin de sa vie, vers la fin de sa vie, il a écrit un opuscule qui s'intitule « Du projet de paix perpétuelle ». Et c'est ce dont il est question dans mon livre. Mais pourquoi paix perpétuelle? Pourquoi pas paix tout simplement uniquement, mais paix perpétuelle? Eh bien, il faut dire que, par rapport à toutes les guerres qui ravageaient l'Europe, des penseurs, bien avant, et Immanuel Kant, ont instauré ce qu'on appelle une tradition de projet de paix perpétuelle. C'est-à-dire, chacun vient avec ses idées de la paix, avec ses recettes pour mettre un terme aux guerres successives qui ravageaient l'Europe. Mais de tous les projets, on peut diviser l'ensemble des projets de paix perpétuelle en deux catégories. Il y en a, la première catégorie est celle qu'on peut qualifier de projet irénique, c'est-à-dire un peu idéaliste, et mieux que ça, idéal, angélique, qui ne tient pas compte de la réalité en présence, qui ne tient pas compte de la rivalité des puissances. C'est-à-dire, c'est des intellectuels qui se sont imaginés que, bon voilà, les États vont se mettre à faire des compromis afin de créer les conditions d'une paix définitive et durable, etc. Et qui éliminerait les causes de toutes les guerres à venir. Ça, c'est la première catégorie, plutôt irénique. Mais il y a une deuxième catégorie, c'est celle dite de la paix négative. La paix négative, c'est cette paix que l'on qualifierait de paix de cimetière. C'est la paix par la dissuasion. C'est la paix par l'équilibre des forces. C'est la paix, c'est ce que Raymond Aron appelle la paix armée. Ou encore, dans le contexte de la guerre froide, c'est cette paix-là qu'on appelait la paix nucléaire. C'est-à-dire, cette paix, c'est un équilibre qui est créé entre les puissances afin que... Et ça se sait... Un équilibre fondé sur la dissuasion. Sur la dissuasion. Ça se sait, donc je possède le nucléaire, vous possédez le nucléaire. Attention. Voilà, on sait que le nucléaire, c'est néfaste pour toute l'humanité. Donc, on prend garde à ne pas l'utiliser. Mais quand vous dit, attention, il y a un problème. Premièrement, on ne peut pas construire la paix à partir d'idées vagues, une sorte d'intellectualisme, c'est-à-dire réduire la réalité des relations internationales à une vue de l'esprit. Ça, c'est pas correct, ça, c'est pas fructueux. De même, on ne peut pas penser la paix à partir de son contraire, à partir de la négation même de la paix, c'est-à-dire intégrer des éléments de la négation de la paix, donc de la guerre, pour dire, bon, voilà la paix. Donc la paix négative. Kant a récusé ces deux approches et on est venu avec son approche. En établissant ce lien, est-ce que vous êtes en train de nous dire que entre Kant et la création de l'Organisation des Nations Unies, il y a un pont? Oui, il y a nécessairement un lien. Et ce n'est pas pour sans raison que le sous-titre de mon livre, c'est « Du projet de paix perpétuelle de Kant à l'ONU ». Il y a un lien. L'ONU n'est pas sortie ex nihilo. Et comme ça, l'ONU, c'est la résultante d'un long processus, y compris justement les multiples projets de paix perpétuelle qui ont précédé Kant et jusqu'à Kant, y compris aussi le fait, par exemple, qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on en venait à créer la Société des Nations, y compris le fait qu'en 1928,
dans le cadre du pacte Briand-Kellogg, et des États ont renoncé à la guerre comme moyen de politique. Donc l'ONU, c'est un peu la résultante, l'aboutissement de tout ça. Mais surtout, on ne va pas dire que le projet de paix perpétuelle de Kant, c'est un testament philosophique, ça n'a pas de sens. C'est pas ça du tout. Sauf que l'ONU s'en est inspirée, comme du reste, et la SDN est fortement inspirée des 14 points. C'est ce que j'allais vous dire. Pourquoi vous n'avez pas parlé de la SDN? Vous parlez des projets de Kant, des différents projets, pour aboutir aux Nations Unies. Alors qu'avant les Nations Unies, il y avait la Société des Nations. Oui. Oui, c'est un cheminement. C'est un cheminement. C'est-à-dire, on n'est pas parti de Kant, pour tomber directement aux Nations Unies. Donc, il y a tout un cheminement. Ça part de Kant. Kant, lui, hérite de toute une tradition de projet de paix perpétuelle dont il s'est démarqué très adroitement, très, très, très rationnellement. Et puis, partant de Kant, il y a un projet. C'est quoi le projet de Kant? Le projet de Kant, c'est de dire que, déjà, on considère une chose. Il y a ce qu'on appelle l'état de nature. L'état de nature, c'est cette sorte de fiction méthodologique imaginée au XVIe siècle, au XVIIe siècle par un certain Thomas Hobbes, et qui pose ceci, le postulat selon lequel, avant que n'existent les États, il y avait un état de violence, un état de nature qui était caractérisé par la violence de tous contre tous. Et cet état de nature était dangereux pour tout le monde. Cet état de nature était caractérisé non seulement par la violence de tous contre tous, mais aussi par l'absence d'un droit rationnel. Seul prévalait dans cet état de nature un certain droit naturel, et selon lequel j'ai le même droit que vous par exemple... De déclarer la guerre, de faire la guerre. Absolument. Dans le cadre de ce droit naturel, la propriété n'existe pas. La propriété, c'est du droit. Seule existait la possession physique. Par exemple, vous vous asseyez sur cette chaise. Dès que vous vous levez de cette chaise, moi, j'ai un droit naturel de m'approprier cette chaise parce que la possession de la chaise n'est pas garantie par le droit. C'est alors... Il y a un vide. Absolument. Donc, on a cheminé de l'état de nature non juridique, caractérisé par la violence de tous contre tous, par l'insécurité généralisée, à l'état civil. L'état civil, c'est l'état de droit. L'état civil, et c'est fait en vertu, sur la base du contrat social. L'état civil, c'est l'état de droit. L'état civil, c'est l'état juridique. L'état civil, c'est l'état qui garantit la propriété. L'état civil, c'est l'état qui garantit la sécurité. J'ai pas besoin d'être armé jusqu'aux dents, ou du moins d'être toujours avec ma cohorte pour que ma sécurité soit garantie. Ma sécurité est garantie dès lors que la loi la garantit. C'est ça, l'état civil. Dès lors qu'il y a l'état de droit. Absolument. Mais qu'est-ce que Kant vous dit? Kant vous dit que, mais pourquoi le droit doit-il s'arrêter aux frontières des États? Pourquoi ce même droit, issu du contrat social, qui garantit la sécurité de tous à l'intérieur de l'État, d'une société, ne peut pas continuer son chemin au-delà des frontières des États, c'est-à-dire ne peut pas aussi prévaloir dans les relations extérieures entre les États. C'est-à-dire, dans le cadre de la société interne, on a affaire avec des individus. Oui. Dans le cadre de la société internationale, on a affaire avec des États. Et c'est là toute la différence. Individus et États. Les États, par définition, sont réfractaires à tout ordre au-dessus d'eux. Et c'est pour ça que l'on ne peut pas comparer la société internationale avec la société interne. C'est une société qui, de l'avis de Hobbes, par exemple, est condamnée à l'anarchie. Mais pour Kant, c'est différent. Kant vous dit que de même que sur le plan du droit interne, il y a le principe régulateur de républicanisme qui fonde et justifie le droit qui garantit ma sécurité ainsi que la vôtre, le droit qui garantit ma propriété d'une chose ainsi que la vôtre, eh bien, Kant vous dit, eh bien, ce même principe régulateur, à savoir le républicanisme, il prend, sur le plan du droit international, de la société internationale, il prend le nom de cosmopolitisme. Kant vous dit quoi? Kant vous dit, écoutez, oui, il est possible que les États parviennent à régler leurs différends, non pas en recourant à la force, à l'usage de la force brutale, mais au droit. Et pourquoi? Eh bien, Kant vous dit qu'il y a une exigence de la raison en ce sens.
quand vous dites que Kant a dû recourir à ce qu'il appelle lui-même l'anthropologie pragmatique. C'est quoi l'anthropologie pragmatique? Kant vous dit, écoutez, du fait même de la sphéricité de la Terre, c'est-à-dire de la rotondité de la Terre est ronde. Dit-on. Dit-on, mais c'est établi, c'est établi. Du fait même de la rotondité de la Terre, eh bien, l'homme est condamné à vivre ensemble. Bien que l'homme soit, sur un plan individuel, insociable. C'est ce que Kant appelle une très belle figure dialectique, l'insociable sociabilité de l'homme. Tandis que je ne peux pas vivre avec vous, mais je suis obligé de vivre avec vous. Dès qu'il y a rencontre entre nous, dès que l'on se rencontre, on fait la guerre. Et chacun fuit de son côté. Vous fuyez au nord, moi au sud. Donc la Terre est ronde. Mais comme la Terre est ronde, on est condamné à se retrouver à un certain point de la Terre. Rencontrer. Tout à fait. Et dès que l'on se rencontre, on se met encore une fois à guerroyer. Jusqu'à ce que l'on finisse par se livrer une guerre qui nous aura tellement coûté en termes de pertes en vie humaine, matérielle, etc., que l'on va se mettre à construire la paix. C'est ça l'anthropologie pragmatique de Kant. Mais il paraît que la construction de la paix est beaucoup plus difficile, est 1000 fois plus difficile que faire la guerre. Et bien justement, et c'est tout Parce qu'il suffit de déclarer la guerre, de s'armer et d'attaquer. C'est tout l'intérêt de Kant, c'est tout l'intérêt du projet de paix perpétuelle. C'est que la guerre, c'est justement ce qui explique la dialectique insociable sociabilité de l'homme. C'est-à-dire dès qu'on est en présence l'un de l'autre, on ne peut pas se permettre de faire la guerre. Alors je voudrais voir avec vous rapidement, avant d'observer la pause, vous avez tantôt parlé du concept de la guerre et de paix, et de l'idée de la paix. Pourquoi cette distinction philosophique est-elle si importante? C'est important, c'est très important. Et merci de cette question, une question tout à fait pertinente que je reçois avec beaucoup de plaisir. Et il y a une science de la guerre qui s'appelle polémologie. Il y a aussi une science de la paix qui s'appelle irénologie. La polémologie a été inventée par un sociologue, philosophe français qui s'appelle Gaston Boutoul, et au courant du XXe siècle, puisque Boutoul est né en 1896 et il a dû mourir en 1980. Gaston Boutoul, avant la polémologie, il y avait des études stratégiques de la guerre. Comment gagner la guerre, etc. Par quelle stratégie, par quel stratagème, par quel procédé, par quelle ruse et machiavélique et gagner la guerre. C'était ça, et l'étude stratégique de la guerre. Mais avec Boutoul en vient à une étude sociale de la guerre, une approche sociale. Polémos, guerre. Logos, discours, études, sciences. Donc, c'est la science de la guerre. La guerre comme phénomène de société avec toutes ses causes psychologiques, démographiques, économiques et culturelles, etc. Donc, la polémologie nous aide à identifier les causes de la guerre. À identifier les causes de la guerre. Et il nous faut justement la polémologie pour parvenir à l'irénologie. Enfin, l'irénologie, c'est un peu, ça recoupe l'idée de la paix comme idée et non pas comme concept. Parce que irénisme veut dire aussi quelque part angélique, idéaliste. Quand on parle d'un projet irénique, d'une approche irénique, etc. Mais irénologie, ça iréné en grec qui signifie paix. Donc il faut d'abord la polémologie pour comprendre la guerre et les mécanismes de la guerre, ses soubassements, ses procédés, etc. Et pour pouvoir parvenir à mieux construire la paix. Donc polémologie et irénologie rencontrent justement le projet de paix perpétuelle de Kant, qui est cette tentative philosophique et de construire une paix qui soit durable, une paix qui soit fondée sur le droit et non sur des rapports de force, équilibre de puissance ou encore dissuasion nucléaire, etc. On va faire la pause, professeur, et tout en vous rappelant que nous apprenons bien des choses ce matin, et grâce à votre participation à la rubrique Le Point. J'espère qu'il en est de même pour les jeunes, les étudiants. Ce livre leur est destiné aussi? Absolument, absolument. C'est destiné aux chercheurs, c'est destiné aux étudiants, mais pas qu'aux académiques. C'est aussi destiné au grand public. Parce que, bon, il y a des concepts tout à fait scientifiques, etc., comme polémologie, irénologie, etc.
Mais bon, avec un bon dictionnaire, on s'en sortira. On va faire la pause et au retour, vous me direz si le projet de paix de Kant est encore pertinent dans un monde marqué par le retour de la guerre et de la géopolitique de puissance. On verra tout cela après la pause. Très bien. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité de ce matin, le docteur Jean-Claudie Pierre. Il est là avec nous à l'occasion de la parution de son livre « Souveraineté, guerre et paix ». A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Jean-Claudie Pierre est l'invité de ce matin. J'ai annoncé une question avant la pause. Il concerne le projet de paix, le projet de paix perpétuelle de Kant. Est-il encore pertinent dans un monde marqué par le retour de la guerre et de la géopolitique de puissance? Tout à fait. Oui, Kant est tout à fait pertinent, même très pertinent, de plus en plus pertinent. Et il y a une chose que l'on doit considérer. Kant lui-même avait dit, la paix, la construction de la paix, c'est un long processus. Ce processus peut être interrompu, mais il ne sera jamais rompu. Je reprends, la construction de la paix est un long processus qui peut être quelquefois interrompu, mais jamais rompu. En fait, et il n'y a pas de... On a affaire à des États. On est sur la scène internationale et c'est pourquoi, par exemple, certains auteurs préfèrent parler non pas de droit international, mais de droit des relations internationales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rien n'est définitif. Et les Nations Unies, la création des Nations Unies en 1945, avec la Charte des Nations Unies, avec à l'article 2, paragraphe 4 de la Charte, l'interdiction formelle du recours à l'usage de la force et dans les relations internationales, les Nations Unies ne sont pas la réalisation du projet de paix perpétuel. Les Nations Unies se sont inspirées du projet de paix perpétuel de Kant. Comme je le disais tantôt, les Nations Unies sont aussi un aboutissement de tous les efforts de paix qui ont été déployés et depuis la Première Guerre mondiale, la fin de la Première Guerre mondiale, avec la création de la SDN, le pacte Briand-Kellogg en 1928, etc. Donc, et des possibilités d'agression, oui, il y en a. Le cas de ce qui se passe sur la scène internationale, la guerre en Ukraine, et la situation au Gaza, et au Proche-Orient, etc. Arrêtons-nous à la crise en Ukraine. Est-ce que, selon vous, elle constitue une crise de l'ordre international fondée sur la Charte des Nations Unies? Oui, c'est la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine indique une chose. Elle indique que on a beau avoir un droit international, on a beau avoir l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies qui interdit le recours à l'usage de la force dans les relations internationales, que pour autant, on a beau avoir tout l'arsenal normatif que constitue le droit international de la paix, que pour autant, la question n'est pas résolue. Parce que avoir les normes, c'est une chose, mais faire respecter les normes, c'est une autre chose. Et ça, c'est capital. Et avec les Nations Unies, la Charte des Nations Unies a instauré le système de sécurité collective après avoir interdit la guerre. Donc, dans le cadre de la Charte des Nations Unies, la guerre ne peut être entreprise que dans deux cas, dans deux situations. Interdiction formelle, donc pas de guerre d'agression et pas de guerre de conquête, seulement la légitime défense, article 51, mais qui est très bien encadré. La légitime défense, ça n'a rien à voir avec la vengeance privée. La légitime défense, c'est on intercepte l'attaque. C'est quoi la légitime défense? Il faut dire que là, le droit international s'est inspiré du droit interne. C'est que, en droit interne, par exemple, la légitime défense, c'est une compétence de substitution et qui s'explique par le simple fait que, en droit interne, dans la société interne, l'individu, l'État est là pour sécuriser. Ça, on l'a dit tout à l'heure, pour sécuriser la vie des gens, protéger et servir.
Mais sauf que l'État ne se trouve pas, la police n'est pas dans ma chambre à coucher. La police ne m'accompagne pas dans ma salle de bain. La police ne m'accompagne pas dans ma voiture. Donc il se peut que dans ces endroits-là, dans ces circonstances-là, je sois la cible d'une agression. Mais par instinct de conservation, je me dois de riposter à cette agression. On vous dit quoi? Les doctrinaires vous disent quoi? Les doctrinaires vous disent, si vous pouvez prendre la fuite, tant mieux. Mais si vous n'avez pas le choix que de vous défendre ou que de défendre la vie d'une personne qui, auprès de vous, est menacée, eh bien, allez-y. Ça, c'est la légitime défense, qui est très bien encadrée dans la mesure où elle doit être proportionnée, etc., etc. Alors, j'ai envie de vous demander, docteur Pierre, si l'on tient compte des prescrits ou encore de toutes les lois, je dirais, régissant les Nations Unies, que reste-t-il de cette organisation avec, par exemple, les agissements d'un super président cowboy, par exemple? Que reste-t-il de ça? Il en reste beaucoup de choses. Et les Nations Unies, on peut parler d'une certaine crise de l'effectivité des Nations Unies, mais les Nations Unies, c'est tant mieux que rien. On doit se dire une chose. Et au XXe siècle, à pareille époque, là on est en 2026, en 1926 au XXe siècle, on avait déjà eu une guerre mondiale. Donc ce n'était pas encore nommé, ce n'était pas encore appelé Première Guerre mondiale, parce que on l'appelait la Grande Guerre. Et il y avait des tensions, d'énormes tensions, qui allaient mener, mais inexorablement, à la Seconde Guerre mondiale, de 1939 à 1945. Donc là maintenant, on est en 2026. Et on n'est pas en situation de guerre mondiale. Il y a des agressions ici et là, notamment la guerre en Ukraine, et Gaza, et au Proche-Orient, etc. Il n'y a pas de guerre mondiale, mais il y a une guerre pouvant générer des crises impactant le monde. Certainement. Mais on a eu 2 guerres mondiales en un siècle. On a eu 2 guerres mondiales en l'espace de 30 ans. Les conditions ne sont pas réunies pour une troisième? Non, pas du tout. Et c'est Einstein qui disait, Einstein disait, je ne sais pas, au moyen de quelles armes on combattra une 3e guerre mondiale, mais s'il devait y avoir une 4e guerre mondiale, elle se fera à coups de pierre et de bâton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'arsenal nucléaire dont disposent pas moins de 7 États actuellement, eh bien, suffit à anéantir toute cette civilisation. Alors, toute il a eu l'humanité. à dire ça alors qu'il est l'inventeur même de la formule E égale MC au carré, la formule de la bombe atomique. Tout à fait, et c'est le grand paradoxe. Mais par ailleurs, il est un grand humaniste. Il est un grand humaniste et qui, enfin ça c'est une longue histoire. Et déjà Einstein soupçonnait les Russes, l'Union soviétique de Staline, pas les Russes, les Allemands, soupçonnaient les Allemands, de fabriquer. Il avait même dit au président américain, s'il a partagé la formule, c'est parce qu'il redoutait que cette formule tombe dans les mains des nazis. Absolument. Donc c'était justement là, on est en situation, on y revient, c'est encore l'équilibre. Oui. Donc il y a c'est ça, de l'autre côté de la barricade, c'est le grand méchant et qui est sur le point de posséder l'arme nucléaire, l'arme de destruction massive, par excellence, Hiroshima et à Nagasaki. Par, hélas, les États-Unis. Oui. Et autant créer une sorte d'équilibre. Si l'Allemagne possède l'arme nucléaire, autant que les États-Unis qui allaient devenir le leader du monde libre, etc., à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Et bon, tout ceci est à mettre entre guillemets. Absolument. Donc, et autant, et pour les États-Unis, de se munir d'une telle arme pour pouvoir au moins créer une sorte d'équilibre. Là encore, on est en situation on est en plein dans la paix d'équilibre. La paix d'équilibre qui n'est pas la paix au sens ancien du terme. Alors, ce que j'allais dire, pour reprendre un peu le fil de ma pensée, j'étais en train de dire que les 2 seuls cas où le recours à la force est autorisé dans la Charte des Nations Unies, c'est d'une part la légitime défense, article 51 de la Charte, et le système de sécurité collective,
qui est justement un système de police, de police collective, et garanti par le Conseil de sécurité, et qui est très bien établi, très bien détaillé au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Mais le problème est qu'avec tout ça, et le monde est toujours divisé en États souverains. Et les États sont très jaloux de leur souveraineté. Les États ont des intérêts qui, certaines fois, contrarient ceux d'autres États. Eh bien, ça crée une tension. Ça fait que l'on n'en est pas encore à la paix perpétuelle. Et ça donne, dans la pratique, des situations conflictuelles et des situations de conflits internationaux comme cela se passe là maintenant en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, et comme à Gaza, comme au Moyen-Orient, etc. Mais est-ce que les divisions, là je parle de la guerre dans la bande de Gaza, et les divisions de la communauté internationale, est-ce qu'elles ne révèlent pas les limites du droit international et du système des Nations Unies? Absolument. Beaucoup de limites, pardon, parce que le droit international des Nations Unies, a une vocation universelle. C'est-à-dire, c'est la consécration du principe et de l'égalité souveraine. Donc, les États sont égaux les uns des autres, peu importe les différences de richesse, de puissance et de superficie, de démographie. Tout État, quel qu'il soit, est l'égal de l'autre. Mais ça, c'est le normatif. Mais dans la pratique, dans la réalité des faits, c'est pas évident. Dans la réalité des faits, on en est toujours à des démonstrations hégémoniques, on en est toujours à des menaces et d'agressions ou à des agressions. Et donc, ce qui fait dire que la paix perpétuelle, c'est pas l'ONU. C'est même pas demain la veille. Mais ce que je vous invite à considérer, à voir un petit peu plus près, c'est que avec les Nations Unies, on ne peut pas dire que les choses ont empiré. Il y a certainement un avant et un après. Est-ce qu'on peut encore voir à son efficacité lorsque le Conseil de sécurité est paralysé par les intérêts contradictoires des grandes puissances? Oui, il faut y travailler. Et c'est une grande problématique. Et d'aucuns réclament une sorte de réforme du Conseil de sécurité. Et c'est normal, c'est très normal, parce que tel qu'il est constitué là maintenant, les Nations Unies, comme le Conseil de sécurité, répond à une logique d'après-guerre. Donc on parle de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc il y a le Conseil de sécurité, au sein du Conseil de sécurité, enfin les 5 membres permanents du Conseil de sécurité sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, à l'exception de la France. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, il y a des puissances émergentes. Aujourd'hui, il y a l'Afrique. L'Afrique n'est pas représentée. Et le Conseil de sécurité, au niveau les 5 membres permanents, c'est l'Europe. C'est l'Europe, c'est la Chine, c'est la Russie. Et donc c'est l'Europe, c'est les États-Unis, etc. Mais aujourd'hui, il y a l'Amérique latine, il y a l'Afrique, il y a l'Asie. Le monde est en train de passer d'un ordre international fondé sur le droit à un nouvel ordre dominé par les rapports de puissance entre les États-Unis, la Chine, la Russie et ces pays émergents et ces puissances émergentes? Pas nécessairement. Et oui, on s'achemine vers une sorte de multipolarité. Et par exemple, après l'effondrement du communisme, après la guerre froide, il s'est installé une sorte d'unipolarité avec les Nations Unies. Et donc on croyait que la question était réglée. On croyait que les guerres interétatiques, d'autant plus que c'était annoncé. Donc il va y avoir, dorénavant, on va prioriser la libre circulation de biens, de personnes, etc. Donc on se disait que la guerre était finie, mais c'est un peu mal connaître l'histoire des relations internationales. Non, la guerre n'était pas finie. Et je me rappelle, en 2009, et il m'était difficile, enfin dans le cadre de ma thèse de doctorat en France, il m'était difficile d'établir que la guerre interétatique, donc la guerre classique, a encore de beaux jours devant elle. Tant on était optimiste
quant à dire que maintenant, les Nations Unies ont de nouvelles missions et les causes d'éclatement ou encore de possibilités de guerre interétatique ont carrément disparu. Et maintenant, on en est à internationaliser des conflits internes, genre guerre civile, etc. Telle est maintenant la nouvelle mission des Nations Unies. Et la question du terrorisme aussi. Et moi, je m'évertuais à dire que la question du terrorisme, les guerres menées contre le terrorisme, c'est encore des guerres interétatiques. Parce que le terrorisme, un groupe terroriste, ça ne possède pas un territoire. Seuls les États ont un territoire. Seul un État a un territoire. Et le territoire défini, c'est l'un des critères définitionnels de la souveraineté de l'État. On parle même de compétences territorialisées. Donc dans le cadre, par exemple, des ripostes aux attaques du 11 septembre 2001, donc les États-Unis avaient attaqué Al-Qaïda sur le territoire afghan, mais l'Afghanistan, c'est un État. Donc c'est un État sur le territoire duquel se trouve un groupe terroriste. Mais pour autant, en s'attaquant à ce groupe terroriste, on ne peut pas éviter de violer la souveraineté territoriale de cet État. Et dire qu'il n'était pas prouvé que les Al-Qaïda, le gouvernement afghan était de mèche avec Al-Qaïda, etc. Ben Laden. Et dire que c'était pas prouvé, c'était absolument pas prouvé, mais il n'empêche que l'Afghanistan, qui abritait un peu par son incapacité de chasser les groupes terroristes de son territoire, eh bien, un peu par malchance, c'est l'Afghanistan, un peu par malchance, et la poursuite de ce groupe terroriste par les États-Unis a fait que le territoire afghan a connu des frappes, des bombardements et des États-Unis, etc. Donc, c'est un peu ça, c'est très compliqué. Oui. Avant de terminer, je voudrais voir avec vous la question de la souveraineté. Ouais. Et je veux dire par là, est-ce que, puisque vous la soutenez, vous soutenez la thèse de souveraineté, est-ce qu'elle ne doit pas être comprise comme étant un pouvoir absolu? Et de plus, que signifie concrètement la souveraineté au XXIe siècle? La souveraineté est une compétence, déjà. C'est une compétence au titre du droit international. Et c'est un peu comme la double face du dieu Janus. Il y a la souveraineté interne, qui signifie plénitude de compétences, et compétences territoriales, compétences personnelles, compétences réelles, compétences universelles. Tout ceci constitue la souveraineté interne de l'État. Et puis, il y a la souveraineté comme, sur le plan international, sur le plan externe, la souveraineté comme indépendance. En ce sens, elle est exclusive. Eh bien, il est établi par le droit international qu'aucun État n'a le droit d'exercer sa puissance souveraine sur le territoire d'un autre État. Le cas d'Haïti, par exemple. Le cas d'Haïti, si vous le permettez, Haïti fait face à une crise de souveraineté. Et dans les deux sens, on va dire. Est-ce que c'est parce que l'État ne contrôle plus son territoire, tout à fait. En fait, une partie importante de son territoire. De son territoire, tout à fait. Donc on ne peut pas parler de souveraineté. On parle, il y a une crise. Il y a une crise de la souveraineté étatique, il y a une crise de l'État en Haïti. Parce que écoutez, l'État, prenons la question de l'insécurité. La question de l'insécurité. Prenons la question des élections, de la réalisation des élections. Acte souverain, dit-on. Acte souverain. Souverain au superlatif. Au superlatif. Donc voilà l'État haïtien qui, déjà prenons l'insécurité, donc on a l'insécurité, la lutte contre l'insécurité, ça relève de l'ordre public, donc du maintien de l'ordre public. Donc un État qui ne peut pas maintenir l'ordre public, garantir et maintenir l'ordre public chez soi... C'est un État failli. Pas nécessairement, mais on va dire affaibli. OK. On va dire affaibli. De même, la tenue des élections. Donc toutes les fois que se pose la question des élections, c'est une question absolument problématique, alors que normalement c'est un devoir civique, c'est un devoir citoyen. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la communauté internationale n'est pas véritablement en train d'aider Haïti à restaurer sa souveraineté, ou tout simplement elle contribue à l'affaiblir?
C'est un peu plus compliqué que ça. Et dans la mesure où la souveraineté est une compétence, il appartiendrait à Haïti de s'assurer de sa compétence souveraine, d'être un État souverain au sens accompli du terme. Mais bon, on a connu des crises, etc. Il y a des raisons qui expliquent cela. Et voilà la communauté internationale qui nous aide. Maintenant, le problème est dans la méthode. Comment nous aider? L'aide, c'est envisageable. L'aide, c'est tout à fait envisageable. Haïti n'est pas le premier pays à être en crise. À être en crise et à être aidé par la communauté internationale. Mais est-ce qu'en aidant Haïti, la communauté internationale ne devrait pas s'aviser de se substituer à l'État haïtien? Au contraire, cette aide devrait permettre à l'État haïtien de se consolider, de se renforcer, de se redresser. Cette aide devrait être une aide à la consolidation de la souveraineté de l'État. C'est-à-dire, ce n'est pas de dire que, de toute façon, cette aide ne devrait pas prendre la forme d'une mise sous tutelle, ok, de droit ou de fait. Cette aide devrait uniquement consister à aider Haïti à se redresser. Donc, dans le cas contraire, c'est autre chose. Mais il faut dire que Haïti a sa part de responsabilité dans cet échec aussi, dans la mesure où, je peux bien vous solliciter pour m'aider, pour m'aider avec ma famille, etc. Mais je dois vous dire en quoi cette aide doit consister. Ouais. Si je vous dis que j'ai besoin d'envoyer... Voilà où vous pouvez arriver, là où vous ne devez pas dépasser. Mais si je vous dis qu'il me faut les moyens nécessaires pour envoyer mes enfants à l'école, mais vous ne pouvez pas décider à ma place qu'il leur faut à mes enfants des jouets plutôt que des fournitures scolaires, etc. Le calendrier électoral prévoit donc des élections en 2026, décembre 2026. Peut-on organiser des élections véritablement libres, crédibles et inclusives dans les conditions actuelles du pays, docteur Jean-Claude Dipierre? Il y a deux choses à considérer. Et d'une part, l'on ne devrait pas se mettre à dire qu'il faut le rétablissement absolu de la sécurité pour que se tiennent les élections. Ça va tout simplement faire l'affaire de ceux-là qui veulent la pérennisation du de facto et du provisoire. Ça n'a aucun sens. Mais il faut un minimum quand même. Il faut un minimum de sécurité. C'est-à-dire, c'est quoi les élections? Les élections, c'est des candidats qui vont faire campagne. Les élections, c'est le peuple qui va se rendre au rendez-vous de tel ou tel meeting de son candidat. C'est aussi le peuple qui va se rendre aux urnes pour voter. Et c'est aussi les infrastructures électorales qui doivent être sécurisées. Vous êtes en train de nous dire que les candidats, les partis politiques ont eux aussi un rôle à jouer? Mais tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire, il faut que des conditions minimales soient créées minimales et indispensables, soient créées, et notamment de sécurité, soient créées pour que se tiennent les élections. Donc c'est un peu ça le topo. Donc un minimum, vous exigez pour la tenue des élections? Un minimum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi un minimum? Moi, citoyen, je vais à un meeting, eh bien, je ne peux pas avoir la hantise que sur le chemin du retour de ce meeting, je risque de me faire kidnapper. Même si on a des précédents malheureux. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Donc il faut que l'État puisse parvenir à tout au moins réduire tous ces risques-là. De même pour le candidat qui doit pouvoir accéder à tous les coins, à tous les recoins et du pays pour faire campagne. Donc, et aussi, il y a la question de l'égalité. Donc, peut-on imaginer que les élections se tiennent dans un endroit qui ne serait pas bloqué par les gangs et ne puisse pas se tenir dans d'autres endroits où les gangs font la loi? Donc, à ce moment-là, il se pose un problème sérieux d'inégalité. Si tant est que tout votant est un votant, si tant est que
tout citoyen doit pouvoir choisir librement et ses représentants. Je dois remettre l'antenne avant 2 minutes, mais j'ai une dernière question. Au-delà de votre livre, quelle est votre vision de l'avenir d'Haïti? Comment reconstruire un État suffisamment fort pour garantir la sécurité, la justice et la paix, tout en demeurant pleinement souverain? D'abord, est-ce que c'est possible? Et c'est possible. Je suis tout à fait optimiste, je suis d'un naturel optimisme. Mais c'est possible à certaines conditions. Donc, il ne suffit pas de vouloir se développer pour qu'on se développe. Encore faut-il qu'on se mette au travail. Et dans l'état actuel des choses, on a besoin de se prendre un peu plus au sérieux, de se dire il y a un pays dont on a hérité. C'est un héritage important, inestimable. Il faut absolument qu'on le préserve, qu'on en fasse quelque chose. Et c'est pas impossible, à condition de recourir à la bonne méthode. C'est quoi la bonne méthode? La bonne méthode, c'est la concertation. La bonne méthode, c'est l'appel à la compétence, ou encore aux compétences au pluriel et appropriées. La bonne méthode, c'est le respect des lois que l'on sait choisir, que l'on sait donner. Et la bonne méthode, c'est le respect de notre environnement immédiat, le respect mutuel. Et vous excluez tout dialogue avec les gangs? Vous avez bien dit gang. Les hommes armés? Oui, vous avez dit gang. Vous n'avez pas dit groupement politique. Vous n'avez pas dit groupement politique, vous n'avez pas dit leader politique, vous n'avez pas dit association politique, vous avez dit gang. Et est-ce qu'ils vont demeurer? Est-ce que dans l'état actuel des choses, on sait que, bon, voilà, il y a des gangs, et est-ce qu'ils sont appelés à demeurer tels, à demeurer des gangs, ou du moins, est-ce que, quel va être leur avenir, et que va décider les responsables gouvernementaux, l'État, les représentants de l'État, le gouvernement de l'État par rapport à la situation actuelle? De toute façon, c'est une situation intenable. Moi, je n'ai pas de solution miracle, je n'ai pas de recette. Mais tout ce que je sais, c'est que l'on doit pouvoir s'en sortir. Et on ne peut pas s'en sortir sans un accompagnement rationnel, sincère, mais sincère et rationnel de la communauté internationale. Et puis, bon, par exemple, si vous me permettez, considérons un fait. Dans tous les pays du monde, il y a des gangs. Dans tous les pays du monde, il y a des gangs. Aux États-Unis comme en France, comme en Suisse, comme en Norvège, etc. Oui, mais les gangs ont leurs limites. Mais sauf que, en Haïti, les gangs font la loi. Font la loi. Les gangs, on dirait, quelquefois, se substitueraient à l'État. C'est-à-dire, ils perçoivent des taxes, ils exigent des postes de péage. Attendez, mais nous avons des situations côté institution de l'État, on a couru pour gang, tout le monde est Pétionville. Donc, le signal, ça a lancé par la population, c'est un signal de désespoir. OK? Au contraire, dans le pays, côté gang, il y a une limite de fonctionnement. L'État a venu, il crase Irak. Mais en Haïti, même l'État, on t'a mis à l'abri pour gang. Oui, nous plus que l'impression que gang a couru derrière l'État. Ah oui, et au sentito que gang, certaines fois, il fait montre de plus d'effectivité même par rapport à l'État. D'efficacité. Par exemple, le nègre interdit un bagaille dans le territoire, il a assuré que le pas fait, et le pas fait vrai. Et l'État lui-même qui a décidé de un bagaille. Et puis, ça a du mal à se concrétiser. Donc maintenant, attendez, mais juste avant, Wendell, qu'on en finisse, et un vrai problème, pays qu'on disparaît, oui. Que monde pas mettre en tête nous que déjà Haïti non un statut là qui est très malheureux. Haïti arrivé avant on parlait de la somalisation d'Haïti. Je dis à des monde même qui a dit est-ce que Haïti pas un peu plus grave que Somalie? C'est très grave. On est en situation de faible. Ça a plusieurs catégories sociales que le ranger. Les gens qui fait l'argent avec eux, dans Vanza, mais autres, et puis ils sont une belle plateforme pour drogue passer tout. Donc, les gens n'ont pas intérêt à ce que les réseaux. D'où la nécessité que l'État se redresse. D'où la nécessité que l'État redevienne, se réapproprie la compétence souveraine. Parce que quand on dit État, on dit souveraineté. État et souveraineté, ça ne fait pas deux. La souveraineté, c'est l'essence de l'État. La souveraineté, au plan interne, ça signifie plénitude de compétences. L'État ne peut pas se mettre à dire, oui, mais côté ZAM, il est sorti, mais il faut contrôler les frontières.
faut contrôler les frontières. Ça veut dire, si pas qu'à un contrôle totalité, intégralité territoire, donc, problème. Nous pas obligés à plaindre, dire que c'est les autres qui voient les amis, c'est nous-mêmes qui avons de prendre disposition, en dit en aval. Faut une performe quoi non. Faut une performe quoi non. Qui est le livre là-bas, qui le... Eh bien, bon, d'une part, j'aimerais pouvoir faire une annonce avant de parler de la vente signature. Non, on n'a pas de temps. On n'a pas de temps, mais très bref. Et il faut dire aussi que ça, vous l'avez lu dans la notice biographique. Et j'ai créé l'Institut L'Aventure-Pierre, dont je suis le PDG, le président directeur général. Donc, c'est un think tank qui est destiné à des études de politique publique, de gouvernance démocratique et d'état de droit. Et bientôt, on organisera un colloque sur une question d'actualité concernant Haïti, bien sûr. Une thématique d'actualité concernant Haïti. Et maintenant, venons-en à la vente signature, mais ce sera bientôt annoncé. OK. On n'en est pas encore là pour le moment. Pas là maintenant, pas pour l'instant. Jean-Claude Pierre, auteur du livre Souveraineté, guerre et paix du projet de paix perpétuel de Kant à l'ONU. C'est l'invité de ce matin. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.